Bonjour ou bonsoir à toutes et tous. Voici une leçon de la formation ornitho générale, qui parle de convergence évolutive. Alors c'est un concept qui est très intéressant, mais qu'on ne peut apprécier et comprendre, évidemment, que si on comprend la notion d'évolution, dont j'ai déjà en fait beaucoup parlé. J'en ai parlé notamment dans une vidéo sur l'intelligence des oiseaux, en expliquant comment les comportements intelligents étaient sélectionnés avec le temps. J'en ai parlé dans la notion d'espèce, la première leçon de taxonomie de la formation ornitho, qui explique ce que c'est une espèce et comment donc les populations évoluent en espèces différentes. Tout récemment, depuis le Mexique, j'ai fait une vidéo qui rappelle les bases de l'évolution et qui explique que c'est en fait que les êtres vivants évoluent et non pas une théorie à démontrer comme le pensent certains, notamment ceux évidemment qui rejettent l'idée. Il n'y a pas question de rejeter les faits sont ainsi. Alors quand vous avez compris tout ça, vous allez découvrir la notion de convergence évolutive qui est absolument passionnante. Alors je vais faire juste un tout petit rappel très simple, avec un exemple classique, ce sont des canards. Il existe une espèce nord-américaine qui est appelée là-bas le canard branchu, alors que les Européens ont tendance à l'appeler canard carolin. On va l'appeler canard branchu, puisque ce n'est pas un oiseau européen. Et le canard mandarin, comme son nom l'indique, il vit notamment en Chine. Alors remarquez la ressemblance de plumage des femelles. On peut les distinguer, mais il faut bien regarder la forme de la tache claire, derrière l'œil, etc. Par contre, les mâles ne se ressemblent pas du tout. Alors comment ça se fait? C'est très simple. C'est un canard qui existait soit en Chine, soit en Amérique du Nord, qui a colonisé la partie où il n'existait pas. Alors on peut faire des recherches pour savoir dans quel sens ça s'est passé. Ce n'est pas mon propos ici. On va dire que c'est un oiseau nord-américain qui a colonisé la Chine, par exemple. Et voilà, les femelles chinoises préfèrent les couleurs type orangé du canard mandarin, et les femelles nord-américaines préfèrent les plumages plus verts du branchu. C'est ce qu'on appelle la sélection sexuelle. Dans ce cas-là, il n'y a pas la pression du milieu. Ce n'est pas parce que les forêts sont différentes, la couleur de l'eau ou que sais-je encore. C'est juste la préférence des femelles. Ça s'appelle la sélection sexuelle. Mais les femelles, pourquoi changeraient-elles de plumage? Il n'y a pas vraiment de raison. Et vous voyez, donc les plumages n'ont quasiment pas évolué l'un par rapport à l'autre. Donc ça, c'est vraiment un rappel de base. Et je peux refaire l'analogie avec les races sélectionnés par les êtres humains qui préfèrent par exemple des petits chats, qui veulent des petits chats noirs, chaque fois qu'ils ont une portée, ils gardent les plus petits et les plus foncés, et au final ils auront des petits chats noirs. Bon, c'est le même principe. Maintenant, si on comprend ça, on a l'impression que finalement les oiseaux, enfin tous les animaux d'ailleurs, vont ne faire que diverger de plus en plus. Et en fait c'est le cas. Alors comment est-ce qu'on peut parler de convergence? Voilà. Prenons des oiseaux qui sont très différents. Ça se passe il y a des dizaines de millions d'années, genre 60 millions d'années, donc ça ne date pas d'hier. Des petits oiseaux, des petits passereaux, moineaux, mésanges, vous voyez, des petits passereaux. J'ai une vidéo sur les passereaux qui arrive, une vidéo absolument passionnante et unique en son genre. Et après, vous n'oublierez plus jamais ce que c'est un passereau. Mais ici, donc, je ne vais pas m'y attarder. Des petits oiseaux que vous connaissez bien, qui vivaient en Afrique. Et qui avait comme caractéristique, c'est important, d'être cavicoles. C'est-à-dire qu'ils nichaient dans des cavités naturelles. Il n'y a évidemment pas de cavité artificielle il y a 60 millions d'années. Parallèlement, en Amérique du Sud, il y a d'autres oiseaux qui n'ont rien à voir, qui ne sont pas des passereaux, qui sont plutôt des oiseaux, des petits aussi, qui rappellent des colibris. Ils ne sont pas cavicoles, ce ne sont pas des passereaux, donc ils n'ont rien à voir avec nos oiseaux africains. On ne va peut-être pas être trop dérangé par les oiseaux ici. Là, c'est un pic d'Hispaniola qu'on a entendu. Je vais quand même le dire rapidement ici, j'y reviendrai à la fin de la vidéo. Je suis dans le parc national Isabel de Torres, en République dominicaine, donc sur l'île d'Hispaniola, près de la ville de Puerto Plata. J'ai même dit sur internet, si vous voulez venir me rejoindre rapidement, il n'y a aucune restriction dans ce pays, je suis ici en toute liberté. C'est très agréable. Voilà, j'y suis encore pour environ 6 semaines. Donc nous avons nos oiseaux très différents. Et les oiseaux américains mangent plutôt du nectar,
Alors ils peuvent prendre quelques insectes sur les feuilles, bon, au passage, mais c'est vraiment leur spécialité de manger du nectar, alors que les passereaux africains mangent plutôt des insectes comme des chenilles, comme différents, enfin tous les insectes adultes comme larves, mais qui sont sur le feuillage ou dans les branchages. Et il se fait qu'une partie de ces oiseaux, qui par exemple sont installés en hauteur, dans les arbres pour les Africains, ou en Amérique du Sud, qui ont tendance à monter dans les montagnes, dans les Andes, de plus en plus haut, parce que les endroits où il y a beaucoup de fleurs qui sont intéressants, ils sont déjà occupés par beaucoup de ces oiseaux nectarivores. Et donc, quand on ne trouve pas de territoire, qu'est-ce qu'on fait? On va en chercher ailleurs. Et donc, la tendance était de monter dans les Andes, mais plus on monte haut, moins il y a de fleurs, parce qu'il fait froid. Et que les fleurs, il leur faut quand même en minimum des chaleurs, elles ne survivent pas bien au gel. Et donc, ils ont constaté quelque chose, ces oiseaux, c'est qu'ils peuvent compléter leur régime alimentaire avec des insectes volants. Des deux côtés, des oiseaux qui n'ont rien à voir, ont découvert une ressource abondante sur la planète, des insectes volants. On les trouve dans les hautes montagnes, on les trouve dans les forêts, évidemment. Alors, comment est-ce qu'ils font? Le petit passereau africain, quand il y a par exemple un nuage de diptères, vous savez, parfois on se les prend dans le visage, eh bien, ils n'ont qu'à s'envoler, en piquer un ou deux, et revenir là où ils étaient. Un petit peu comme font aujourd'hui les gobe-mouches. Parallèlement, les amis nectarivores d'Amérique du Sud, qui volent très bien puisqu'ils sont capables de voler devant les fleurs pour manger le nectar, eh bien, ils peuvent aller dans le ciel piquer quelques insectes. Et pour profiter au maximum de ces ressources, l'évolution va dans un sens qui est le même de chaque côté. Plus les ailes sont longues chez ces oiseaux, plus c'est facile de rester dans le ciel, plus ils vont pouvoir capturer des insectes. À propos d'insectes, je ne sais pas comment on l'entend à travers le micro, mais ça c'est typique des forêts tropicales. Alors, je n'y connais rien, je ne vais pas donner en nom, mais ça peut percer les oreilles, celui-là n'est pas trop fort. Donc j'espère que ça ne gênera pas votre écoute. Donc, les petits passereaux africains cavicoles ont les ailes qui s'allongent, et ceux qui, bien sûr pas tous, ceux qui mangent des insectes en vol. Et un autre avantage possible, c'est d'avoir un bec large. Sur une nichée de plusieurs individus, quels sont les jeunes qui, une fois arrivés à l'âge adulte, auront le plus de succès dans leur reproduction? C'est ceux qui auront le bec le plus large et les ailes les plus longues, de chaque côté de l'Atlantique. C'est la même chose. Et donc, petit à petit, les ailes deviennent très longues, le bec devient très large, et finalement, ils ne mangent plus que ça. Parce qu'il n'y a même pas de concurrence en plus. Alors que quand on mangeait dans les branchages en Afrique ou dans les fleurs en Amérique du Sud, on avait la concurrence des autres. Alors qu'à cette époque, il n'y avait aucun oiseau qui mangeait dans le ciel des insectes. Il y avait peut-être des chauves-souris, des chiroptères, mais c'était plutôt la nuit, puis bon, de toute façon, il y en a assez pour tout le monde. Donc il n'y avait pas vraiment de concurrence. Et à la longue, cette évolution progressive, qui met des milliers de générations évidemment, finit par produire des oiseaux qui ont un aspect extérieur assez semblable. En Amérique du Sud, ce sont les martinets, en Afrique, ce sont les hirondelles. Alors bien sûr, on peut les identifier, on les reconnaît, mais on ne peut pas dire que ça ne se ressemble pas, alors que ce sont des oiseaux extrêmement éloignés dans leur histoire, et donc génétiquement. Eh bien ça s'appelle de la convergence évolutive. Il y a une convergence de morphologie, de comportement, éventuellement de physiologie, d'oiseaux qui n'ont pas en ancêtre commun proche, bien sûr ils ont tous un ancêtre commun, mais très éloigné, et malgré tout ils se ressemblent. Mais entre les deux dans leur histoire, ils ne se ressemblaient plus. C'est-à-dire qu'il y a eu des chemins sinueux qui ont abouti à quelque chose de semblable. C'est pas comme s'ils avaient toujours été semblables. Dans ce cas-là, ce ne serait pas en cas de convergence. Et le cas est particulièrement intéressant. Alors, je ne vais pas vous expliquer en détail la nidification des martinets et des hirondelles, parce que j'en parle longuement dans des pages. Pour les martinets, j'en parle à la page de cette salangane. Les salanganes, c'est les oiseaux qui produisent les fameux nids d'hirondelles qui sont parfois mangés en Asie, qui ne sont donc pas des hirondelles, mais bien des martinets. Donc vous voyez, comme quoi la confusion existe certainement.
Et je parle également de la nidification des hirondelles dans diverses pages, en particulier la page de l'hirondelle rustique que je vous invite évidemment à aller lire. Mais dans les grandes lignes, les oiseaux cavicoles africains, les passereaux, ils étaient donc dépendants des cavités naturelles, ils n'auraient pas pu s'installer dans des endroits où il n'y a pas d'arbres par exemple. Sauf que, vous verrez dans cette fiche, avec l'évolution, eh bien, certaines hirondelles ont appris à construire leur nid pour ne plus être dépendants des cavités naturelles, ce qui leur a permis non seulement de s'étendre en Afrique, mais de coloniser le monde entier. En Amérique du Sud, en réalité, les martinets sont devenus encore plus spécialisés que les hirondelles. Et c'est pour ça qu'on voit beaucoup plus souvent des hirondelles posées que des martinets. Les martinets sont devenus des oiseaux encore plus aériens que les hirondelles. Mais c'est plus compliqué dans l'air de trouver du matériel pour faire le nid. Donc les nids des martinets sont beaucoup plus rudimentaires et ils sont dépendants d'une structure. Alors que les hirondelles peuvent construire un nid n'importe où. Celles qui utilisent de la boue ont besoin de boue, mais elles peuvent le construire dans n'importe quel paysage, forestier, désertique, etc. Alors que les martinets sont toujours dépendants de cavités naturelles, soit dans les arbres, soit dans les falaises, les rochers, etc. Et les martinets ne creusent pas leur galerie, alors que certaines hirondelles, comme l'hirondelle de rivage, l'hirondelle à aile hérissée, qui ont aussi leurs fiches, vous pouvez aller lire, creusent leur nid. Donc vous voyez, il y a une convergence de morphologie, de techniques de chasse, mais par rapport à la nidification, eh bien, ils ont choisi, j'ai pris le mot choisi exprès, je ne crois pas qu'il y ait une conscience de ces individus qui choisissent quoi que ce soit, bien sûr, hein, mais qui ont pris en tout cas des chemins différents. Donc vous voyez, il y a une convergence comportementale, la technique de chasse, liée au fait qu'ils mangent la même chose, une convergence morphologique, la longueur des ailes, la largeur du bec, etc. Et d'autres choses, hein, regardez le fuselage de ces animaux, très aérodynamique évidemment, de chaque côté. Par contre, pour la nidification, eh bien c'est différent. Les hirondelles ont mieux développé différentes stratégies, donc plus efficaces, mais par contre, les martinets sont de meilleurs voiliers, ils peuvent voler plus longtemps, ils peuvent même dormir en vol, ce que ne font pas les hirondelles, etc. Et on en est même au point où, bien sûr, les martinets sont arrivés en Afrique, les hirondelles sont en Amérique du Sud, donc ces oiseaux vivent côte à côte, il y a assez d'insectes pour les deux familles, pas de problème, mais c'en est au point où les martinets, certains martinets, sont devenus dépendants des nids d'hirondelles. Ils sont arrivés en Afrique, ils ont trouvé plein de nids d'hirondelles. Les hirondelles construisent de très beaux nids, comme les hirondelles striées, les hirondelles rousselines, etc. Hein, le genre Cecropis, par exemple, avec un long couloir d'entrée. Eh bien, les martinets utilisent ces nids quand les hirondelles ont fini de nicher. Certains martinets, comme le martinet des maisons et encore plus le martinet cafre. Voyez ? Donc, leurs histoires sont désormais en pleine interaction. Ce sont des oiseaux cosmopolites, on les trouve partout dans le monde, mais ils ont une origine complètement différente, géographiquement et génétiquement. C'est un cas spectaculaire de convergence évolutive. On pourrait analyser des tas de cas comme ça. Je ne vais pas le faire, ça rendrait la vidéo évidemment beaucoup trop longue. On n'a pas toujours non plus les informations pour tout connaître, mais on a évidemment des cas entre des classes d'animaux très différents. Par exemple, entre les insectes qui mangent du nectar et les colibris, on ne peut pas nier une certaine ressemblance. C'est en cas de convergence évolutive. Au sein des vertébrés, mais de classes différentes, par exemple, les mammifères et les oiseaux, bon, il y a une certaine ressemblance, très vague, je vous l'accorde, entre les chiroptères, les chauves-souris et certains oiseaux. La ressemblance principale vient que ce sont des animaux qui ont développé des ailes pour voler. C'est un cas de convergence évolutive. Les mammifères et les oiseaux ont bien sûr une origine commune il y a bien longtemps, mais ce n'est pas cette origine commune, cet ancêtre commun qui leur a donné l'information génétique pour fabriquer des ailes. C'est séparément, plus tard, que les mammifères ont développé des ailes et les oiseaux ont développé des ailes. D'accord ? Donc c'est un cas moins spectaculaire peut-être, mais de convergence évolutive. Au sein des oiseaux, il y en a plein. En particulier entre l'Amérique tropicale et le reste du monde tropical.
donc Afrique et Asie. D'accord? Il y a vraiment plein de cas. Alors, il peut y avoir des cas au sein d'ordres qui sont proches. Par exemple, les calaos, les toucans, il y a des points communs entre ces gros frugivores. Mais ils ont une origine commune, pas si ancienne, mais malgré tout, ils appartiennent à des familles bien différentes. Par exemple, les calaos sont plus proches des huppes que des toucans. Vous voyez? Donc c'est un cas de convergence évolutive plus récente que les hirondelles et les martinets. Alors, quand on voit des oiseaux qui se ressemblent, on a par exemple des moucherolles, des tyrans, qui ressemblent énormément à des gobe-mouches, des traquets. Les moucherolles et les tyrans sont américains, les gobe-mouches et les traquets sont de l'ancien monde, donc Eurasie et Afrique. Pourquoi est-ce qu'ils peuvent se ressembler? Parce qu'ils mangent la même chose, parce qu'ils nichent dans les mêmes endroits, dans les mêmes milieux, mais ils n'ont pas du tout la même origine. Alors je ne vais pas m'étendre sur cet exemple, parce qu'il s'agit de passereaux, et que je vais faire une vidéo qui va parler de la formidable histoire des passereaux. Maintenant, si on regarde les non-passereaux, eh bien, il y a un cas intéressant entre les faucons et les autres rapaces, diurnes en particulier, mais les autres rapaces de façon générale. Avant, on croyait que les faucons, les aigles, les buses, les éperviers étaient tous des animaux très proches les uns des autres, qu'ils avaient tous une origine commune. Si vous avez un doute, regardez comment a été décrite la première buse variable. On l'a appelée, bon, l'inné ça date pas d'hier, regardez j'ai mis l'année de la description, et au passage, je vous montre que désormais dans mes fiches quotidiennes, il y a un petit tableau, et dans le petit tableau j'ai marqué première description. En fait, il existe un mot scientifique pour ça, c'est le protonyme. Je vais rajouter le mot protonyme dans le lexique. Je vous rappelle qu'il y a un lexique sur mon site internet pour s'y retrouver avec tout ce vocabulaire. Donc la première description, c'est-à-dire la première personne de l'histoire qui a donné un nom à cet oiseau, a choisi comme nom Falco, comme Jean, Falco buteo, donc le faucon buse. Parce qu'à l'époque, on croyait que ces oiseaux étaient proches. Et petit à petit, à force de les étudier, on a remarqué des différences de comportement, dans la nidification, dans la technique de chasse, on a remarqué des différences de morphologie, dans la structure de l'aile, etc. Et on s'est dit peut-être qu'ils ne sont pas si proches. Et puis on a créé une famille, la famille des falconidés, et les autres, on les a mis dans la famille des accipitridés, donc les aigles, les buses, etc. Et donc forcément, on a changé le genre de la buse, qui est passé de falco-buteo à buteo-buteo. On a remarqué donc que les faucons et les accipitridés n'avaient aucun lien particulier, c'était un cas de convergence évolutive. Mais alors on peut se demander d'où viennent les faucons, s'ils ne viennent pas de la même origine que celle des accipitridés, qui sont des oiseaux d'origine africaine, comme les hirondelles. La famille qui est basale, je vous en renvoie sur le lexique pour voir ce que signifie basale, de toutes ces familles, ce sont les colious. Et vous voyez comme ils ont évolué dans des branches extrêmement différentes, notamment donc les rapaces diurnes constituées par la famille des accipitridés. Les faucons, eux, viennent d'une branche très différente. On leur donne des noms à ces branches. Alors que je ne vais pas ici rentrer dans le détail du vocabulaire, est-ce que ce sont des super-ordres ou des infraclasses, etc. Mais disons la branche africaine dont les colious sont basaux, qui a donné, entre autres, les accipitridés, les aigles, les buses, etc., les martins-pêcheurs, les guêpiers, etc., on les appelle les afro-aves, oiseaux africains, ça veut dire. Même s'il y en a beaucoup qui ont colonisé d'autres continents. Et ils se sont divisés donc d'une branche qu'on appelle les australaves, qui vient de la région d'Océanie, qui à l'époque n'avait pas tout à fait la même forme, donc Australie, Nouvelle-Zélande en particulier. Donc c'est une autre branche qui a donné les faucons, mais pas seulement les faucons. Les perroquets, qui sont proches des faucons. Alors, à première vue, ça choque,
Mais si vous regardez le bec crochu, si vous regardez la manière de voler, vous verrez qu'il y a quand même pas mal de similitudes entre les faucons et les perroquets. Il y a aussi la famille basale, à l'instar des colliers en Afrique, qui est la famille des Seriama, drôle de bête, qui n'existe qu'en Amérique du Sud. Il y a eu des liens très rapidement chez les Australavès entre l'Océanie et l'Amérique du Sud. La preuve, ce sont les perroquets. C'est de très loin en Australie et en Amérique du Sud que ces oiseaux sont le mieux représentés. Ils sont arrivés là bien avant partout ailleurs. Mais surtout, dans cette branche des Australavès, Océanie, Nouvelle-Zélande, il y a les passereaux. Et donc, on continuera cette histoire dans la vidéo qui arrive sur l'histoire des passereaux. Donc les faucons, les éperviers, c'est une convergence évolutive. Les faucons viennent d'une branche australasienne, d'Océanie. Les éperviers, aigles, etc. viennent d'une branche africaine. Il y a plein de familles intéressantes qui sont issues de ces groupes, mais en particulier de la branche Australavès, faucons, il y a les perroquets et surtout les passereaux qui représentent plus de la moitié des oiseaux de la planète. Et on verra comment, en tel cas de figure, a pu se mettre en place. J'ai besoin que vous compreniez la notion de convergence évolutive pour faire une vidéo pas trop longue sur les passereaux, tout en étant complet. On reviendra avec bien sûr des exemples chez les passereaux, entre les grimpereaux et les grimpards, ça c'est vraiment intéressant. On pourrait parler aussi de la convergence entre les colibris, qui ne sont pas des passereaux, et les souris-mangas, qui sont des nectarivores. Les colibris sont américains, les souris-mangas vivent en Afrique et en Asie, en Australie, enfin surtout en Afrique et en Asie, il n'y en a pas beaucoup en Australie. Donc c'est en cas de convergence évolutive entre des non-passereaux et des passereaux, comme les hirondelles et les martinets. Mais il y a aussi en cas de convergence évolutive entre les passereaux, entre les souris-mangas et les méliphages. Avant de terminer, je ne vais plus donc parler de convergence évolutive. Rapidement, grand merci aux tipeurs qui ne sont pas encore très nombreux, mais qui m'ont permis de faire ce voyage en République dominicaine. Il y a diverses façons de me soutenir financièrement, il n'y a pas que Tipeee. Et donc, je vous renvoie sur mon groupe Facebook Forum Formation Ornitho, sur mon compte Twitter, dans ma vidéo sur les endémiques, où je parle de ça aussi. Vous pouvez me contacter par email si vous voulez donc me soutenir. Vous pouvez bien sûr partager cette vidéo, mettre en pouce, etc. C'est toujours en coup de main. Vous pouvez aussi, pour me soutenir mais pour le plaisir surtout, venir me rejoindre. Alors si vous avez vraiment l'envie de partir en dernière minute, vous pouvez me rejoindre en République dominicaine. Il n'y a rien à préparer, il ne faut pas de visa, on rentre comme dans un moulin. Donc profitez-en, il n'y a quasiment aucune restriction liée au Covid. Bon, il faudra mettre un masque dans le bus depuis l'aéroport, mais pour le reste, vous vivez comme avant. Donc profitons-en. Au Mexique, c'est à peu près pareil. C'est un petit peu plus strict à l'entrée, disons qu'il faut les documents, les réservations, etc. Mais c'est facile, ça ne pose aucun problème. Il y a déjà quelqu'un qui l'a fait au mois de mars passé, qui est venu me rejoindre de Suisse. Pourquoi pas vous? Je vais retourner 6 mois au Mexique. Il y a largement de quoi faire des observations pendant des années. Et 6 mois, je commence déjà à me poser des questions où je vais aller, tellement il y a de choses à faire. Voilà, donc je vous dis encore merci à toutes et à tous. À bientôt, virtuellement ou pourquoi pas en vrai, si vous le souhaitez, ici en République dominicaine ou au Mexique.